Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes donc aujourd'hui le 6 août, c'est le jour de Octavien. Le chapitre 46, le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Le chapitre se nomme Les vignes de la Bourgogne, la fabrication des vins. Ça marche. La richesse de la France en vignoble. La maxime du jour. L'agriculture, voilà pour la France, disait Sully, les vraies mines et trésors du Pérou. C'est vrai que le vin français, il n'y a que le vin espagnol éventuellement qui peut lui faire concurrence. On quitta Mâcon. De grand matin, et chemin faisant, nos trois amis de la voiture même assistèrent aux travaux de la vendange. Sur le flanc des collines, on ne voyait que des vendangeurs et des vendangeuses, allant et venant, la hotte pleine de raisins. Tout le monde avait l'air réjoui, car la récolte était abondante et le raisin de belle qualité. Ailleurs, on apercevait de grandes cuves où les vignerons piétinaient le raisin qu'on venait de cueillir. Ils dansaient gaiement en foulant les grappes et parfois même un violon pour les animer au travail, leur jouer des airs. Voyez-vous, ces hommes, dit M. Gertal, ils sont en train de faire ce que l'on nomme le foulage des raisins. Ils laisseront ensuite tout ce jus fermenter pendant plusieurs jours. Puis on le tirera par le fond des cuves pour le faire couler dans les tonneaux. Alors, il sera devenu clair, ce sera un vin doux. En as-tu déjà bu du vin doux, Julien ? Oui, monsieur, c'est un vin bien sucré. C'est sucré sans doute, mais moins sain que le vin fait, et plus le vin est vieux, meilleur il est. Monsieur Gertal, est-ce que partout on écrase ainsi le raisin avec les pieds pour faire du vin ? Non, mon ami, non. Il y a d'autres endroits où on se sert d'un fouloir, ce qui va mieux. Et pendant qu'on causait, le chemin s'allongeait sous le pas de Pierrot, mais on ne voyait toujours devant soi que des collines, et encore des collines, toutes chargées de vignes. Comment se nomment donc ces collines ? Demanda Julien en montrant du doigt les nombreuses côtes qui ondulaient au soleil levant. Ce sont les monts du Charolais. Ils se continuent tout chargés de raisins à travers la Bourgogne. Un peu plus haut, ils prennent le nom de Côte d'Or. Devines-tu pourquoi ? Julien réfléchit. Il y a une blague qui dit que l'homme réfléchit beaucoup, mais que ça sert pas à grand-chose. Parenthèse. Julien réfléchit. Je crois bien que oui, fit-il en parcourant les yeux de la campagne ensoleillée. Regardez, monsieur Gertal, ces côtes couvertes de vignes, elles ont sous ce beau soleil la couleur de l'or à cause de leur feuillage jauni par l'automne. C'est vrai, petit Julien. Mais ne penses-tu pas aussi que toutes ces hottes pleines de raisins sont une fortune
et que les belles vignes couleur d'or sont pour la France une richesse, que ces belles vignes couleur d'or sont pour la France une richesse et une mine d'or. Ah oui, c'est vrai encore cela. À l'école de Phalsbourg, on m'a dit que la France produisait les premiers vins du monde. Oui, certes, et les vignes de notre pays rapportent à leurs propriétaires plus d'un demi-milliard de francs de l'époque chaque année. Que d'argent cela fait! Je comprends maintenant ce qu'on m'a encore dit, que la Bourgogne est une des plus riches provinces de France. C'est très juste, petit Julien. Et il faut aussi tâcher de ne pas oublier tout ce que tu as appris à l'école. Oh, je ne l'oublie pas, monsieur Jartal. Allez, même, je me répétais tout à l'heure les 4 départements de la Bourgogne avec leurs chefs-lieux. Auxerre, Dijon, Mâcon et Bourg. C'était à l'époque. Hein. Je vais savoir ma France à présent, sans hésiter. Et puis, dans le livre que m'a donné hier la dame de Mâcon, il y a beaucoup d'histoires sur les grands hommes de la France. Je les lirai toutes. Et comme cela deviendra plus savant sur les choses de mon pays, voyez, monsieur Gertal, comme il est beau mon livre avec toutes ces images. Le patron feuilleta le livre avec intérêt, tandis que Pierrot montait tranquillement la côte, pas à pas. Il est très beau en effet ce livre, dit monsieur Gertal, c'est un magnifique cadeau qu'on t'a fait là. Eh bien, Julien, fais-nous part de tes richesses. Je vois ici en titre les grands hommes de la Bourgogne, avec les portraits de Vauban, de Buffon, de Bossuet. Lis-nous cela, mon garçon, nous en profiterons tous les trois, et la route nous semblera moins longue. Quand Pierrot marche au pas, c'est bien facile de lire sans se fatiguer. Alors, voyons. Commence. Julien, tout fier d'être érigé en lecteur, prit son livre et commença d'une voix claire le chapitre suivant. Alors, 2 gravures aujourd'hui. La fabrication du vin. Les vignerons foulent le raisin pour en laisser sortir le jus. On verse ensuite ce raisin dans des grandes cuves de gauche. Il se produira alors un gaz malsain appelé acide carbonique. Les vignerons ne doivent donc pas entrer dans un cellier et surtout dans une cuve qu'avec la plus grande précaution, sous peine de tomber asphyxiés. Hélas, encore de nos jours, on a vu de nombreux accidents arriver en la matière. La deuxième gravure, où il se dit que la Bourgogne, donc de l'époque, cette riche province se trouve arrosée à la fois par le Rhône, la Saône et la Loire. Il y a élevé de nos jours de nombreuses usines, y compris celle du Creusot, qui à l'époque le Creusot s'écrivait C-R-E-U-Z-O-T. La plus grande ville de Bourgogne est Dijon, à l'époque donc 50 000 habitants, qui est entourée de crus de vins célèbres. Auxerre et Mâcon font aussi commerce de grands vins. Eh bien, à demain. Et d'ici là, par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.